Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Je vais commencer cette vidéo avec ma dernière lecture justement. Il s'agit de Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Alors de ces deux auteurs, j'ai déjà lu un roman, j'ai lu Americas il y a pas très longtemps. Que j'avais plutôt apprécié. Alors j'ai pas trouvé ce roman sensationnel. Certaines petites choses me semblaient très improbables dans ce roman, mais en globalité j'avais apprécié ma lecture et je m'étais dit que j'allais lire le premier roman de ces deux auteurs parce que j'avais lu que à plusieurs reprises que le premier roman était meilleur que le second. Après la lecture de ce roman, je rejoins l'avis général. Ce roman est meilleur que Americas, je trouve. En tout cas, je l'ai préféré, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. J'aurais trouvé que c'était un sans faute si la fin avait été différente. Malheureusement, j'ai eu un petit souci avec la fin de l'histoire. Du coup, je vais pas trop pouvoir vous en parler parce que forcément, je vais pas spoiler l'histoire. Mais 2-3 mots par rapport à ce roman. Donc ici, on se trouve, comme dit dans le titre, hein, en 1963 en Alabama. Donc c'est-à-dire que vous avez encore le racisme qui est bien présent. Vous avez le Ku Klux Klan qui fait des ravages, hein, voilà, qui menace les noirs tout comme les blancs, hein. En tout cas les blancs qui sympathisent avec les noirs, c'est super mal vu. Il y a encore souvent des noirs qui décèdent suite à des attaques du Ku Klux Klan, etc. C'est encore une période qui est hyper compliquée pour les populations noires, malheureusement. Et c'est un roman qui m'a fait très fort penser à l'histoire La couleur des sentiments. J'ai pas lu ce roman, mais j'ai vu le film plusieurs fois, 2 fois au moins, peut-être 3, je ne sais plus trop, mais j'ai vu ce film plusieurs fois. Et je l'aime bien, franchement, j'aime bien en fait regarder et lire des choses sur cette époque. Alors pas que j'aime parce que je trouve ça extrêmement triste et complètement ahurissant, ce qu'on a pu faire vivre à la population noire. Enfin, je trouve ça impensable en fait, mais voilà, ça existait et je trouve ça intéressant en général quand je regarde ce genre de film ou de livres ou que je lis des livres comme ça. Je suis intéressée vraiment par le sujet et donc ici forcément j'étais assez contente de redécouvrir, me replonger dans cette époque avec donc cette population noire qui malheureusement souffre de ce qu'on lui fait subir. Et donc ici il s'agit d'un roman policier. Donc en fait il y a une petite fille d'une dizaine d'années, une petite fille noire qui est retrouvée, donc le cadavre, elle est morte, on l'a tuée et on l'a violée. Suite à cette découverte, d'autres petites filles vont disparaître. Dès qu'on retrouve un cadavre, il y a une nouvelle petite fille qui est à chaque fois enlevée et on les retrouve dans des endroits toujours différents, mais c'est toujours plus ou moins la même chose, elles ont été assassinées et violées. Les parents d'une des petites filles qui a été donc comme ça retrouvée vont engager un détective, Bud, qui est un ancien policier déchu. Donc voilà, il a fait une grosse connerie et on l'a retiré de ses fonctions. Et donc il est devenu détective. Mais bon, c'est un détective très mauvais, hein. Il est alcoolique, il se lève genre à 14 h l'après-midi, il fait que boire, il est raciste, il est très bourru, c'est pas... voilà, c'est pas le détective du siècle et tu vois que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a vécu des choses assez compliquées. Et en fait, il va engager une femme de ménage, Adela, et, donc qui est noire, hein, forcément. Et tous les deux, ils vont se mettre à enquêter sur les meurtres de ces petites filles parce que lui aimerait aller interroger donc la communauté noire, donc les voisins, etc. Seulement, vu qu'il est blanc, tout le monde lui ferme la porte. C'est compliqué pour lui. Et grâce à Adela, sa femme de ménage, eh bien, il arrive à rentrer chez les gens, à poser des questions. Donc, elle l'aide beaucoup dans ses enquêtes. Et voilà, on va suivre ce duo un petit peu improbable, mais qui est très touchant. Et au final, ce Bud, ouais, il est quand même assez touchant. Adela, la femme de ménage, est super chouette. Franchement, ce sont 2 très chouettes personnages. Vous avez d'autres personnages qui gravitent autour, entre autres les autres personnes chez qui Adela va nettoyer, hein, puisqu'elle est femme de ménage, mais donc ça veut dire, en fait elle travaille 7 jours sur 7, non, sur le dimanche, 6 jours sur 7, et elle a des clients différents, quoi, hein, des blanches, hein, forcément, et donc elle parle un petit peu de sa vie chez ces blanches. C'est là que ça rappelle beaucoup La couleur des sentiments, je trouve. Donc voilà pour le pitch de l'histoire. J'ai trouvé que c'était bien écrit.
l'enquête est bien menée, c'est chouette, mais alors par contre la fin de l'enquête, je n'ai pas compris pourquoi les auteurs avaient fait ce choix. Moi vraiment mon sentiment c'est que ils ne savaient pas comment faire pour résoudre l'enquête et au lieu de se creuser les méninges pour essayer de trouver une logique à tout ça ou ouais vraiment essayer de se creuser la tête quoi, ils ont choisi la facilité et là j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ce choix. Je trouve que ça ne va pas en fait. Je trouve que cette fin arrive comme un cheveu dans la soupe. C'est trop facile et c'est pas plausible et je trouve que c'est dommage parce que tout était vraiment chouette dans l'histoire, vraiment c'était très très bien comme roman, mais alors la fin non, je l'approuve absolument pas et donc voilà, je trouve ça dommage. Je vous en dirai pas plus sur cette fin, je vous laisse découvrir si vous êtes curieux. Néanmoins voilà, moi je peux vous dire que c'est vraiment un chouette roman, il se lit très vite. Pas beaucoup de pages, hein. Il y a 300, un peu moins 343 pages. Ça peut sembler peut-être un peu beaucoup, enfin pour que 343 pages c'est pas énorme non plus, mais c'est assez espacé, c'est pas écrit trop grand et en plus tu as beaucoup d'espace comme ça, tu vois, entre les chapitres. Souvent tu vois ça se termine comme ça, tu commences là donc tu as déjà une page en moins. C'est des tout petits chapitres, parfois c'est des chapitres de 2-3 pages. Vraiment c'est très rythmé, ça se lit très vite et c'était vraiment une chouette lecture. Voilà, moi je vous la conseille. Donc les auteurs ont écrit 2 romans, j'ai lu les 2. S'ils en écrivent d'autres, je pense que je lirai leurs autres romans parce que même si ce sont pas des coups de cœur, ça me plaît quand même. Donc voilà, pour moi c'était quand même une réussite. Mis à part cette fin qui m'a pas mal déçue. Là je me suis lancée dans un livre de Virginie Grimaldi, ça fait très longtemps que j'ai plus lu Virginie Grimaldi et ça me manquait. J'ai lu, c'est pas son dernier roman, c'est son avant-dernier, c'est Il nous restera ça, que j'ai en numérique, donc je peux pas vous le montrer parce que voilà, c'est sur ma liseuse, mais ça fait longtemps puisqu'il est dans ma liseuse et en fait je m'étais toujours pas décidée à le lire et là voilà, je trouve que c'était le bon moment. J'avais envie d'un livre qui se lisait assez vite et enfin moi j'aime bien Virginie Grimaldi, ça se lit vite, c'est des belles tournures de phrases, des bons sentiments, c'est super agréable. Moi franchement je suis très réceptive à son style. Et donc voilà, ça faisait longtemps, j'avais envie, donc je me suis lancée dans cette lecture. Je suis pas très loin, hein, je suis même pas à 20% de lecture, donc vraiment je peux pas trop vous en dire. Mis à part qu'on va suivre 3 personnages, donc c'est un roman choral et ça j'aime beaucoup aussi. Et on va suivre 3 personnages totalement différents, donc une vieille femme qui a perdu son mari il y a peu de temps. On va suivre un jeune, Théo, qui a 18 ans et qui est en galère, vraiment en galère, ce pauvre jeune homme. Et on va suivre Iris qui a, je crois, c'est 33 ans et c'est pas beaucoup mieux, quoi. Elle est aussi très fort en galère. Ils ont tous des vies forcément différentes et tu comprends bien en lisant l'histoire que ils vont réussir à apprendre des uns des autres, voilà. C'est tout ce que j'aime, donc voilà, je suis impatiente de continuer cette lecture et je viendrai vous en reparler dès que j'ai terminé ce roman. Je me dis que je vais aussi en profiter pour vous parler d'un petit sujet qui me chiffonne. En vérité, j'ai été assez en colère quand j'ai découvert ça, c'était il y a quelques jours. En fait sur Netflix il y a une nouvelle série, vous avez peut-être vu passer si vous aimez ça, c'est la série sur la reine Charlotte. Donc qui fait partie des chroniques de Bridgerton. Moi j'aime bien ce genre de série parce que voilà c'est des séries historiques. Alors clairement ça représente pas du tout la réalité de l'histoire, mais je trouve ça divertissant, c'est très beau et des belles robes et tout. Moi c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup regarder ça. Et donc voilà, j'ai commencé à la regarder. C'est vraiment dans la même veine que Bridgerton, hein. Donc c'est une série avec beaucoup d'érotisme. Donc oui, mais pas de l'érotisme que donc t'as des scènes de sexe, hein, entre personnes hétérosexuelles, homosexuelles, donc 2 hommes ensemble, et tu as également du viol. T'as une femme qui se fait violer régulièrement par son mari. Voilà, elle est mariée, elle a un vieux dégueulasse et ben voilà, comme toutes les femmes de l'époque, elle devait juste se taire et écarter les cuisses quand monsieur avait décidé que c'était l'heure, hein, voilà. Et donc tu vois bien qu'elle apprécie pas du tout ça et que c'est assez dur pour elle en fait. Donc voilà, tu as tout ça dans cette série. En soi c'est pas un problème, hein. Là où en fait j'étais fort en colère, c'est quand j'ai constaté
que la limite d'âge, c'était 12 ans. Alors les chroniques de Bridgerton, la limite d'âge c'est 16 ans. Je vais vérifier, hein, parce que je me suis dit, c'est moi enfin voilà, j'étais tellement en fait choquée. Non, les chroniques de Bridgerton c'est 16 ans, mais par contre la Reine Charlotte c'est 12 ans. Alors je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en soi on retrouve exactement la même chose. C'est vraiment porté sur le cul de A à Z. Ok, c'est une série historique, mais c'est vraiment porté sur le cul. Tu n'as que ça dans cette série. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ma fille, son profil Netflix est bloqué à 12 ans. Elle en a 10, un peu plus que 10. Et ben voilà, sur le profil 12 ans, il y a tout ce qu'elle aime en fait. Il y a la série Mercredi, il y a Naruto. Voilà, si tu mets un profil enfant moins de 10 ans, c'est des trucs de bébé qu'elle regarde plus depuis quand même déjà un petit moment. Du coup, le profil 12 ans, j'avais checké tout ce qu'il y avait comme série, comme film, et franchement, voilà, pour son âge, c'est ok. Et puis, à un moment, elle regardait plus rien, et tu sais, sur Netflix, quand tu ne regardes plus rien, tu as des extraits de séries ou de films, des nouveautés qui apparaissent, et puis je vois les extraits de la Reine Charlotte. Et ma fille qui me dit, c'est quoi ce maman, la Reine Charlotte? Et là, j'ai bugué, je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Comment ça se fait que tu as accès à cette série? C'est pas normal. Du coup, je me dis, je me suis peut-être gourée dans les réglages de son profil. Si ça tombe, j'avais réglé sur 16 ans. Ou voilà, je regarde. Non, je ne m'étais pas trompée. Et donc, je cherche encore et je constate qu'effectivement, elle a accès à la série La Reine Charlotte, qui est donc, comme limite d'âge, ils ont simplement mis 12 ans. Et là, franchement, j'étais vraiment fâchée parce que je comprends pas comment c'est possible, parce que même à 12 ans, ok, moi elle a pas 12 ans et je l'autorise à regarder des choses dont elle a pas forcément l'âge, mais enfin, écoutez, je pense qu'on a tous déjà regardé des trucs, des séries, des films qu'on avait normalement pas l'âge, mais je veux dire, voilà, ça dépend de ta sensibilité, surtout pour les films d'horreur, etc. Mais ici, on parle vraiment de sexualité. Et j'ai trouvé ça vraiment très choquant parce que t'as des scènes donc de sexe entre hommes et femmes. Je veux dire, tu comprends ce que c'est, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as le mec, il a sa tête entre les jambes de la femme. Enfin, tu le vois, voilà. T'as pas besoin d'imagination pour comprendre ce qu'ils font, hein. T'as des scènes entre deux hommes où tu vois les deux hommes nus. Tu les vois de derrière, hein, tu vois leurs fesses, mais tu les vois nus. Et puis bon, tu as ces scènes de viol où tu vois le mec qui est au-dessus de la fille et tu vois la fille qui est là et qui en peut plus, quoi. Et je me dis, purée, si elle regarde toujours dans la même pièce que moi, donc elle ne va pas toute seule dans sa chambre avec sa tablette regarder Netflix, ça c'est exclu. Donc j'ai toujours un œil sur ce qu'elle regarde, je sais ce qu'elle regarde, donc ça va, heureusement. Mais là, je me dis, pour le même prix, t'as des petites filles peut-être qui ont une tablette, qui vont dans leur chambre et qui vont tomber là-dessus et qui savent pas du tout et qui vont être choquées en fait, qui vont pas comprendre ce qu'elles voient. Et j'ai trouvé ça, mais en fait je trouve que c'est de l'inconscience. Comment c'est possible que Netflix n'ait pas mis une limite d'âge à 16 ans comme pour les chroniques de Bridgerton? Je comprends pas, c'est un non-sens vraiment. Et voilà, du coup, ce qui est bien sur Netflix, c'est que quand tu as un profil comme ça enfant, tu peux bloquer certaines séries ou films. Tu rentres le titre et en fait ces séries et ces films ne seront plus jamais dans les suggestions et ton enfant ne pourra pas en fait quand il va chercher le film ou la série, il tombera jamais dessus. Du coup je me suis empressée de bloquer cette foutue série et je lui ai dit tu ne cliques jamais là-dessus. Bon, du coup je termine mon blabla ici parce que j'ai un voisin qui a décidé de tronçonner à cette heure-ci, voilà, juste quand je filme ma vidéo, franchement ça saoule. Mais du coup voilà, le bruit est très désagréable, donc je suis rentrée. Enfin voilà, je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette série. Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant de 12 ans, voire un petit peu moins, ait accès à cette série-là? Parce que franchement, je crois qu'il y a très peu de parents d'enfants de 10 ans qui limitent le profil à... Je pense en plus que c'est 9 ans et puis 12 ans. Donc quand ton gosse il a 10-11 ans, tu limites plus à 9 ans, enfin personne fait ça, hein. En tout cas je connais personne dans mes proches qui limitent comme ça. Pour tout vous dire, moi ma fille elle a des amis qui ont déjà un GSM, un téléphone portable avec accès à TikTok, hein, voilà.
elles ont 10 ans, hein, ces petites filles-là, et voilà, moi ma fille elle a pas du tout accès à ça, elle ne peut pas, c'est vraiment très très fort limité, mais par contre voilà, Netflix, c'est vrai qu'elle peut regarder avec sa tablette, mais c'est limité à 12 ans, en tout cas son profil. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette série, que je trouve ça vraiment choquant. Et il y a un autre truc que j'ai découvert le même jour, je vous jure, ce jour-là, c'était le jour de la fête des mères en Belgique. J'étais mais dépitée quoi, vraiment j'étais dépitée. Elle regarde aussi la série Demon Slayer, encore une fois c'est une série que tu ne peux avoir accès que si tu mets le profil 12 ans. Et elle aime beaucoup ça, hein, voilà, les mangas et tout, elle est complètement fan des mangas, c'est des animés, ça c'est vraiment son truc. Et elle adore Demon Slayer, avec Nezuko, etc. Et je vous avoue que j'ai jamais regardé la série. Mais quand elle a commencé à regarder, je lui ai demandé qu'elle me raconte de quoi ça parlait pour voir un petit peu si c'était adapté. Et de ce que j'ai compris, c'est un peu violent parce qu'il y a des démons, etc. Mais c'est tout. Donc je me dis, bon ça va, ça elle peut regarder. Et puis je vois qu'il y a la saison 2 qui est sortie et je vois dans son profil qu'elle regarde ça. Et puis, je ne sais pas, le titre de la saison me pète à la tronche. Là, je vois que c'est écrit comme titre « Le quartier des plaisirs ». Et là, j'ai de nouveau bugué. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel, le quartier des plaisirs? Et donc, du coup, j'ai été prise d'un stress, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde, en fait? Et du coup, j'ai été lui demander, la nouvelle série, ça raconte, la nouvelle saison, de quoi ça parle? Et donc, elle m'explique, voilà, l'histoire se passe, on voyait les extraits à la télé, justement. Elle me dit, mais c'est là, ça, c'est le quartier des plaisirs. Et elle m'explique, voilà, il y a un démon, machin, tout ça. Je dis oui. Je dis, c'est quoi le quartier des plaisirs? Tu sais ce que c'est? Bah, c'est une ville. Il y a pas des madames toutes nues dans cette ville. Je voyais bien qu'elle me regardait, elle me dit, bah non, il n'y a pas. Donc là, j'ai compris qu'en fait, il y avait rien de choquant. Mais pourquoi tu appelles ça le quartier des plaisirs? C'est un animé. Quand même pour des enfants assez jeunes qui regardent ça, pourquoi t'appelles ça le quartier des plaisirs? Enfin, je sais pas, tu pouvais appeler ça, je sais pas, moi... la cité des bonbons ou j'en sais rien, moi la cité des merveilles, je sais pas, mais pourquoi le quartier des plaisirs, je comprends pas. Et encore une fois, je trouve ça, mais c'est hyper malsain en fait. Je sais pas ce que la société essaye de faire avec nos enfants, mais vraiment, je trouve qu'ils sont confrontés vraiment très jeunes à la sexualité, à l'image de... Oui, je sais pas, de la femme, mais même pas que de la femme, juste la sexualité tout court. Et la sexualité entre toutes les sortes de personnes, donc entre deux femmes, deux hommes, hommes-femmes. Mais je trouve que c'est trop jeune parce qu'ils sont vraiment... t'as des images qui sont montrées comme ça et c'est trop jeune et je ne comprends pas. C'est un non-sens pour moi, mais bon, voilà. Netflix, franchement, je suis assez choquée par leur choix. Mais bon voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à débattre. Voilà, si vous êtes parents aussi, que vous avez constaté ça, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et coucou, je reviens pour la suite de cette vidéo avec un petit haul brocante. Je reviens d'une brocante et j'ai trouvé quelques petites choses assez mignonnes. J'avais envie de partager mes découvertes avec vous. Il y a tout d'abord ce confiturier. Voilà, avec un petit citron. Donc il me manque la petite cuillère en fait. Voilà, il y avait l'emplacement ici pour mettre la petite cuillère. Elle y était plus. C'était pas très grave. Je l'ai payé 2 €. Je le trouvais vraiment très très mignon. Je vais pas mettre de la confiture dedans pour ma part, mais je vais mettre du thé. Et voilà, je vais pouvoir l'exposer dans la maison, enfin dans la cuisine en tout cas, parce que je le trouve vraiment joli. J'ai trouvé cette petite coupelle avec des fruits que j'ai payé 2 € aussi. Je la trouvais vraiment mignonne pour mettre des fruits ou simplement un yaourt. Voilà, je trouve, j'aime bien en fait avoir plein de petites coupelles comme ça différentes, avoir vraiment des trucs dépareillés. Je trouve ça très chouette. Et voilà, j'ai trouvé celle-ci que je trouvais super mignonne. J'ai acheté ce pot de fleurs. Voilà, donc c'est un pot de fleurs où il est marqué Buxus. Avec ces petits motifs. Je l'ai payé 1 €, donc vraiment c'était pas cher du tout. Et voilà, je m'en servirai d'office. Moi les pots de fleurs, j'en ai toujours besoin vu toutes les plantes que j'ai à la maison. Et finalement, mon dernier achat, c'est celui-ci. C'est une sculpture que j'ai payé 10 € et en fait elle est signée. C'est signé L. Dupas.
Voilà, je ne sais pas qui est ce sculpteur, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Perso, enfin je m'en fous, moi je l'ai acheté parce que je la trouve belle. Donc c'est une sculpture de femme nue, hein, voilà, on voit qu'elle se tient un sein. Et l'arrière, on voit ses fesses. J'ai déjà une statue de ce style-là dans mon salon qui représente Mata Hari, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore en fait ce style de sculpture qui représente des femmes nues. Je trouve ça sensuel sans être vulgaire et ouais, franchement ça me plaît beaucoup. Et c'est pas facile à trouver, là je suis contente d'être tombée dessus, donc du coup je l'ai pris. Voilà pour mon petit haul brocante, je suis contente de mes petits achats. Et je voulais vous montrer aussi les derniers livres que j'ai reçus parce que je les ai reçus aujourd'hui, donc Amazon livre le dimanche. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Du coup, j'ai reçu ce Franck Tillier, donc qui est Labyrinthe. Je l'attends depuis tellement longtemps et il est sorti en poche, donc voilà, moi j'ai déjà le tome 1 qui est... Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, donc ça c'est le tome 3, c'est une trilogie. Donc vous avez le manuscrit inachevé et suivi de Il était 2 fois. J'ai adoré, surtout Il était 2 fois, c'est mon préféré, vraiment j'ai trouvé que c'était terrible et quand j'ai terminé ce roman, j'ai regretté de ne pas avoir Labyrinthe pour enchaîner. Et là voilà, il est sorti en poche, donc du coup je vais terminer ma lecture en cours, qui est un Virginie Grimaldi qui est très bien. Mais voilà, je vais me dépêcher de le terminer pour commencer celui-ci parce que vraiment j'ai trop hâte. J'ai également pris ce roman qui est paru il n'y a pas longtemps, c'est tout nouveau aussi, c'est Lise Bourbeau. Enfin un Lise Bourbeau, pas Bourbeau, qui est Écoute ton corps encore. Alors j'ai le Écoute ton corps classique. Je l'ai acheté il y a 3 ans et je l'ai toujours pas lu, donc du coup là je suis en train de le lire. Je l'ai commencé hier, puisque j'ai acheté celui-ci, je me suis dit la moindre des choses c'est de lire quand même le livre que t'as acheté il y a 3 ans. Hein, voilà, t'achètes la suite, mais bon ce serait peut-être bien de lire le premier tome si on peut appeler ça un tome. Voilà, donc ça c'est du développement personnel, hein. Lise Bourbeau elle est vraiment topissime dans tout ce qui est développement personnel. J'ai lu 2-3 livres de cette autrice. Là, je suis en train de lire du coup le 4e, hein, Écoute ton corps, et j'ai lu Les 5 blessures, la guérison des 5 blessures et le pouvoir de l'acceptation. Et franchement, ces livres m'ont remué, mais ils m'ont fait prendre conscience de tellement de choses. C'est pour moi, en tout cas, pour moi, pour ma personne, l'autrice qui a le plus d'impact avec ses mots sur mon mental, sur mon âme, tout simplement. Vraiment, j'ai lu quand même pas mal de livres de développement personnel, mais c'est elle qui réussit à m'impacter le plus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça fonctionne vraiment très bien. Tout ce qu'elle dit résonne en moi, ça me semble toujours extrêmement pertinent et ça me pousse à me poser des questions. C'est ultra positif, donc du coup, j'ai acheté celui-ci qui est... il est quand même fameux, hein. Il y a un peu plus de 400 pages, donc... Voilà, pour un petit moment. Et de cette autrice, ça, il vient de paraître il y a, je pense, quelques jours parce qu'en fait, j'ai écouté le début de son interview sur la chaîne Métamorphose et elle expliquait qu'elle venait de sortir ça. Du coup, je l'ai commandé le jour même, hein, comment vous dire. Voilà, je me suis dit, non mais ça, il me le faut absolument. Donc c'est cet ouvrage. C'est donc une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux. Et donc c'est un ouvrage qui est conçu par Lise Bourbeau. Et en fait, si vous voulez, tous les jours, donc vous avez la semaine 10 avec le thème de la semaine. Et puis tu as lundi, mardi, mercredi, etc. Et tu as à chaque fois... en fait un exercice à faire et je vois que tu as des petites lignes, donc je présume que tu as quelque chose à noter à chaque fois. Dans son interview, elle disait que ça prenait pas plus de 10 minutes. Donc écoutez, on va voir. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Alors non pas que je suis malheureuse, je n'ai pas acheté ça pour être... parce que je suis malheureuse, mais c'est vrai que voilà, il y a des jours, vraiment des jours sans... qui sont pas toujours évidents parce que certaines choses dans ma vie ne me satisfont pas. Et je pense que je me focalise beaucoup trop sur ces choses-là qui me frustrent, qui ne me conviennent pas, voilà, je peux pas dire que ça me rend malheureuse, mais ça m'empêche d'être complètement heureuse. Je pourrais l'être plus si j'avais pas ces trucs-là dans ma vie. Et je me suis dit que faire ça va peut-être m'aider. Donc voilà, c'était pas excessivement cher, c'est 12,95 €.
Donc je trouvais que ça allait. Voilà pourquoi je l'ai acheté et je reviendrai peut-être vers vous quand j'aurai un petit peu pratiqué, que j'aurai un peu avancé. Donc évidemment je vais pas vous partager mes pensées, ça me paraît logique. Mais en tout cas vous dire ce que j'en pense, si je trouve que c'est efficace, si les questions posées sont pertinentes ou pas. Voilà, en tout cas j'avais envie de me le procurer, donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui et j'en suis bien contente. Voilà pour mon petit retour de, enfin book haul, retour de brocante. Voilà, je vous laisse, je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous donner mon avis sur ma dernière lecture. Je vous laissais dans, je crois, le dernier rush vidéo avec ma lecture de Virginie Grimaldi. J'étais en train de lire Il nous restera ça. Donc c'est pas son dernier roman mais son avant-dernier roman, voilà, celui qu'elle a écrit à mon avis l'année passée. J'avais commencé, j'étais pas très loin dans ma lecture, je l'ai terminée et franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les Virginie Grimaldi, c'est-à-dire énormément d'émotions, une magnifique plume. Vraiment j'ai trouvé que c'était... Enfin, du Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, tous ses romans. Il y en a qu'un que j'ai moyennement aimé, c'était celui avec les personnes âgées, mais je me souviens plus du titre. Sinon les autres, je les ai tous adorés, et j'aime beaucoup ses formulations, j'aime beaucoup, j'ai même le sourire, ça, à un moment donné j'ai même rigolé tellement, enfin, je trouve qu'elle a de l'humour, un humour qui fonctionne très bien, c'est c'est bienveillant, ça pourrait être un peu cucu, mais en fait je trouve pas, parce que oui ce sont des bons sentiments dans son roman, mais je trouve que ça fonctionne et je trouve qu'on a besoin de ça. Ça redonne de l'espoir en l'espèce humaine et vraiment j'ai trouvé que c'était très beau comme histoire. C'est pas une intrigue de malade, hein, voilà, on n'est pas sur quelque chose qui tient en haleine avec du suspense, etc. C'est juste qu'on se laisse porter par notre lecture et franchement c'est tellement agréable. Ici on suit 3 personnages qui sont vraiment tous différents. Donc on a un jeune homme de 18 ans, Théo, on a une jeune femme d'une trentaine d'années, Iris, et puis on a une vieille femme, Jeanne, de 74 ans. Ils ont chacun un passé plus ou moins douloureux, voilà, ils ont leurs souffrances, mais en fait c'est un peu monsieur et madame tout le monde. T'as juste Théo, c'est vrai que lui, il en a bavé, hein, le pauvre, voilà, avec une mère alcoolique, il a été placé en foyer et vraiment, il fait beaucoup de peine. Enfin moi, il m'a fait vraiment de la peine, ce jeune, parce que je trouve que ses émotions sont bien retranscrites et vraiment, j'avais de la compassion pour lui. On a Iris qui, on comprend bien qu'elle fouille un homme, une relation toxique, et effectivement, si vous avez lu mon roman Dans l'ombre de Narcisse, eh bien sachez que ça parle de du même problème psychologique. Voilà, je n'en dirai pas plus, hein. Si vous avez lu mon roman, vous saurez du coup de quoi ça parle, de quoi est atteint, enfin quelle est cette, je sais pas si c'est une maladie, mais ce problème psychologique dont est atteint eh bien l'homme qu'elle fouille. Et puis on a Jeanne qui a perdu l'amour de sa vie il y a 4 mois et qui n'arrive pas à s'en remettre parce que voilà, c'était vraiment l'amour de sa vie et elle a vécu toute sa vie avec cet homme et elle n'arrive pas à passer au-dessus de ça, c'est vraiment très dur. Et en fait il se trouve que Jeanne, donc la vieille femme, a des problèmes d'argent et pour essayer de s'en sortir et de pouvoir garder l'appartement dans lequel elle a vécu une grosse partie de sa vie avec son amoureux, eh bien elle va décider de mettre les 2 chambres qui sont disponibles en location. Donc voilà, elle va décider de faire de la colocation et c'est comme ça que sa route va croiser Iris et Théo. Elle va prendre ces 2 personnes en colocation et ensemble, eh bien ils vont former un tout. et vraiment c'est beau, et Virginie Grimaldi met aussi l'accent sur les rencontres. Comme quoi on ne rencontre jamais personne par hasard et que il y a toujours une raison à tout, et c'est vrai que je la rejoins vraiment fort par rapport à ça. Il y a des belles phrases dans ce roman. Parmi les belles phrases, j'en ai pas souligné des tonnes, hein, j'en ai souligné 2 apparemment. J'ai souligné « Je ne me sens pas seule, je me sens sans toi », et je trouve ça mais tellement vrai. En fait je trouve ça tellement bien formulé. En fait quand j'ai lu cette phrase, en plus j'étais justement moi seule pendant 4 jours à la maison, sans enfant, sans mon chéri, voilà, vraiment seule. Et j'aime être seule, le problème n'est vraiment pas là, j'adore être seule. Mais par contre, en fait ce qu'il y a, c'est que les personnes que j'aime me manquent. Et c'est ça qui rend
la solitude difficile. Et c'est vraiment ça. En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, en fait, c'est vraiment ça. J'aime être seule. Je ne me sens pas seule, mais je me sens sans eux, sans les personnes que j'aime. Je trouvais que c'était tellement bien formulé. Et puis il y a aussi comme phrase, l'être humain est ainsi malheureusement, il ne comprend vraiment les choses que lorsqu'il y est personnellement confronté. Et je trouve ça tellement vrai parce que parfois tu sais tu vis des choses difficiles et les gens te disent qu'ils comprennent, mais en fait je pense que tant que tu n'as pas été dans la situation, tu ne peux pas réellement comprendre, tu peux essayer de compatir, mais c'est vrai que comprendre la souffrance que la personne peut endurer, souvent c'est pas possible et j'en ai fait belle expérience parce que voilà, on a tous notre lot de souffrance, hein. On a tous traversé des épreuves et on en traversera probablement encore et c'est vrai que voilà, la dernière épreuve en date c'était la perte de mon chat par exemple, mon animal de compagnie. C'est la première fois que j'avais un animal à moi. Mon chat c'était le premier animal que j'adoptais vraiment pour moi. On a déjà eu des chiens quand j'habitais chez mes parents, mais c'était pas la même chose. Là c'était vraiment mon chat. Et c'est vrai que quand il est mort, c'était vraiment la terre s'est ouverte en deux quoi. Tellement j'ai souffert, tellement ça m'a fait mal. Et avant ça je ne comprenais pas les gens qui avaient autant de peine quand leur animal mourait. Parce que je me disais toujours, ben oui tu aimes ton animal mais c'est un animal. Et du coup, le fait d'avoir perdu le mien, j'ai compris en fait cette souffrance qui est vraiment apparentée à la perte d'un être cher. Et voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai trouvé que c'était très vrai. Et alors j'ai souligné une phrase qui n'est pas belle, qui n'est pas du tout poétique, mais en fait je trouvais ça tellement bien formulé. Et en fait j'ai vraiment rigolé toute seule. Elle écrit « J'ai jamais vu quelqu'un qui soufflait autant, on dirait un cul après un cassoulet. » Et j'ai trouvé que c'était mais tellement bien formulé. Voilà, c'était la petite phrase marrante pour terminer. Voilà, je pense que je vais pas beaucoup plus vous en parler. Je pense que vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, un Virginie Grimaldi qui est très réussi pour moi. Je comprends son succès, vraiment, je comprends, c'est mérité. Et voilà, il me reste maintenant donc son nouveau roman là, mais il vient de sortir donc je vais pas le dire tout de suite, je vais attendre qu'il soit moins cher. Moi je les achète toujours en numérique, voilà, je les ai pas en papier, ça me dérange pas, en numérique c'est très bien, ça se lit très vite, très facilement. Donc voilà, je l'achèterai dès qu'il sera moins cher. Et donc tant qu'à faire, voilà, je vous montre le deuxième petit chaton que j'ai adopté. Donc il s'appelle Charlie. Il est tout mignon, il est tout roux, il est beau, il est tellement beau. Il est né le 21 février. Donc là, il a 3 mois. Hein, t'as 3 mois mon chéri. Oui, t'as juste 3 mois. Il est tellement gentil. Il est super mignon, super gentil et il fait plein de bêtises. Il adore les plantes. Voilà, il adore chipoter dans les plantes. Oh mon amour. Ouais. C'est vraiment un gros pépé. Voilà pour ce petit rush vidéo. Je vais à présent me lancer dans la lecture de Labyrinthe de Franck Thillier. Voilà, j'attends ce roman depuis longtemps. Je suis contente d'avoir terminé le Virginie Grimaldi. En plus je trouve que ça fait du bien. J'ai lu vraiment un roman feel good, plein de bienveillance, de bons sentiments. Et là je vais me plonger dans des crimes atroces, glauques et sanglants. Voilà, et un roman qui, je pense, si je me fie au roman de Franck Thillier que j'ai lu jusqu'à présent, un roman qui va me retourner la tête. Et j'aime bien. Donc voilà, je ne sais pas si je vous en parlerai dans cette vidéo-ci. Je pense qu'il fait 400 pages, je ne sais pas si je vais le lire vite ou pas. On verra bien suite au prochain épisode. Et coucou, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur un roman que j'ai terminé aujourd'hui et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit du roman de Franck Thillier, Labyrinthe. Donc il s'agit du tome 3 de sa saga. Donc le premier tome c'était le manuscrit inachevé, le deuxième tome c'était Il était deux fois et le troisième tome Labyrinthe qui est sorti en poche tout récemment. Et vraiment je l'attendais, j'attendais de pouvoir le lire avec beaucoup d'empressement. Quand j'ai terminé Il était deux fois, vraiment je suis restée sur ma faim, j'avais envie de poursuivre parce que ce roman, ce tome 2 soulève pas mal de questions. En fait vous avez une petite énigme à la fin à résoudre et quand tu parviens à résoudre cette énigme, eh bien tu es disons sur le cul. Et tu n'as qu'une hâte, c'est vraiment de pouvoir lire la suite pour comprendre parce que vraiment tu restes vraiment un peu abasourdi devant cette fin.
Et du coup là, enfin, j'ai toutes les réponses aux questions donc, que je me posais suite au tome 2. Voilà, Franck Tillier ici donne vraiment toutes les réponses qu'on attend. Ça va être compliqué de vous résumer ce tome 3 puisqu'il s'agit justement d'un tome 3 et en fait il faut vraiment lire ces romans dans l'ordre sans trop creuser pour savoir ce qui se passe dans chacun des tomes. Il faut vraiment, je pense, essayer d'en lire le moins possible pour vraiment garder cet effet de surprise qui est assez dingue. Donc je vais pas... je sais pas trop comment je peux vous résumer ce roman-là. Je crois que je vais éviter de vous résumer. Je sais même pas ce qu'il dit ici dans le résumé. Oui, en fait, il y a une suspecte, donc une femme qui est amnésique, voilà, atteinte d'une étrange amnésie, comme ils le disent ici. En fait, il y a une scène un peu dégueulasse qu'on retrouve dans un chalet et donc il y a un homme qui est dont le visage est réduit en bouillie dans un tisonnier, par un tisonnier et voilà, la suspecte eh bien, est amnésique, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas pourquoi elle est couverte de sang, etc. Et donc on va encore se retrouver dans des soucis de mémoire, donc dans chacun des tomes, hein. Il y a c'est vraiment axé sur la mémoire, sur l'amnésie, c'est vraiment très psychologique. Moi j'adore ça. Franck Tillier, on sent qu'il a fait pas mal de recherches parce que vraiment il y a des... Voilà, moi il y a beaucoup de choses dont on parle dans ce roman que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes ici. C'est super intéressant, c'est très glauque, c'est sombre. Encore une fois, hein, on est dans vraiment une saga qui est sombre. C'est tellement bien écrit, c'est addictif, c'est génial. Vraiment, c'est une super saga. Ce tome 3 ne m'a pas du tout déçu. Je l'ai trouvé très chouette. Mon préféré reste quand même le tome 2. Je dirais que oui, c'est le tome 2 que j'ai préféré. Où vraiment j'ai été happée et subjuguée et sur le cul à la fin de ma lecture. Ici j'étais un peu moins sur le cul, mais bon, on va dire que la trilogie se termine, hein, donc forcément tu as les réponses à tes questions. Mais j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien ficelé. Vous avez aussi une petite énigme à la fin, vous avez en fait un petit labyrinthe à résoudre. Et donc vous, à l'issue de cette résolution de labyrinthe, vous avez un petit mot de passe. Vous devez aller sur un site internet qui est renseigné et donner ce mot de passe. Et vous avez droit à 8 pages inédites sur des petits secrets d'écriture de Franck Tillier. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est sur sa façon de concevoir en fait ce roman. Donc c'est évidemment à lire quand vous avez terminé le bouquin, hein, sinon ben voilà, ça vous spoil tout. Mais vraiment très chouette. Je vous le conseille vraiment, c'est une super saga. Voilà, c'est mon 4e Franck Tillier. Et je les aime tous, je les aime tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent, je les adore, je les trouve trop bien. Là je pense que je vais me lancer tout doucement dans la série avec Charcot, voilà, maintenant que j'ai terminé celui-ci. Et voilà, vraiment super saga que je vous conseille si vous aimez les thrillers psychologiques et si le sombre et le glauque ne vous fait pas peur, évidemment. Parce que voilà, ici le thème principal quand même de la trilogie c'est le kidnapping de jeunes filles, donc... Voilà, c'est quand même pas hyper sympa, hein. Mais voilà, si ça vous fait pas peur, eh ben, c'est une super saga que je vous conseille vraiment. Je pense là que je vais me lancer dans un Lucinda Riley. Je crois que je vais lire la chambre aux papillons ou le manoir aux papillons, quelque chose comme ça. Je l'ai sur ma liseuse depuis un certain temps, je l'ai toujours pas commencé, donc je pense que je vais entamer ça. Je vous en parlerai en tout cas dans une prochaine vidéo. Je crois que je vais clôturer la vidéo ici. Je pense qu'elle sera suffisamment longue. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire, je filme avec mon téléphone maintenant. Avant je filmais avec ma caméra. J'avais une petite caméra exprès pour ça. Maintenant j'ai décidé de filmer avec mon téléphone. Je ne sais pas si ça donnera mieux, si ça donnera moins bien. J'en ai aucune idée, c'est vraiment un test. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette qualité de vidéo-ci et de son, ou si vous préfériez avant quand je filmais avec ma caméra. Voilà, je serais curieuse de connaître votre avis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude et à me suivre si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!